Chers investisseurs, depuis la dernière vidéo bilan bourse, vous êtes nombreux à me demander où en est mon portefeuille, surtout après cette année 2020 complètement folle qu'on a vécue sur les marchés. On a assisté à un des cracks les plus violents en mars avec moins 30% en seulement quelques jours et contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, on a ensuite eu une énorme remontada qui a permis au SP500 malgré la crise de terminer cette année 2020 en positif à plus 18%. Bon, après, en effet, attention, lorsqu'on rentre un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que le marché s'est vraiment scindé en deux et que toutes les entreprises n'ont pas profité de la même manière de cette remontée. Vous avez des sociétés dans l'immobilier, comme par exemple Realty Income, qui sont encore loin d'avoir retrouvé leur niveau de mars. Et au contraire, vous avez des sociétés dans la tech, comme Netflix, qui ont vu leur cours doubler durant cette même période. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment mon portefeuille, qui a plutôt tendance à se concentrer sur la première catégorie, des entreprises dans des secteurs plus classiques qui versent des dividendes depuis longtemps, s'en est sorti sur cette année de crise. Comme d'habitude, je vais partager avec vous tous mes chiffres en toute transparence et on va voir ensemble les résultats que j'ai pu obtenir depuis 3 ans et demi que j'ai démarré cette aventure de l'investissement boursier. Pour plus de clarté, ce que je vous propose, c'est qu'on sépare ces résultats en deux parties. Primo, les gains de dividendes. C'est de l'argent qui a été concrètement déposé sur mes comptes de bourse cette année. Ce sont mes entreprises qui, pour me remercier de leur avoir apporté du capital, me distribuent en cash une partie de leur profit chaque trimestre. Et secondo, mes gains de plus ou moins value. C'est de l'argent que je n'ai pas encore réellement gagné, mais que je peux débloquer aujourd'hui si je décide de vendre mes parts dans ces sociétés. Finalement, si vous investissez dans l'immobilier, vous aurez un petit peu la même chose. Vous allez avoir les loyers que vous allez percevoir chaque mois et 2, la valeur de votre bien qui va peut-être s'apprécier ou au contraire se déprécier avec le temps. Mais évidemment, cette valeur, ce n'est qu'une estimation et tant que vous n'avez pas trouvé un acheteur et que vous n'avez pas réellement vendu votre bien, vous ne pouvez pas être sûr d'avoir réellement gagné de l'argent avec cette opération. Je vous propose donc qu'on commence ce bilan avec la chose la plus stable et la plus facile à calculer, les dividendes. Voici un objectif clair que je me suis fixé dès que j'ai démarré d'investir en bourse en 2017. Gagner chaque année un petit peu plus de dividendes que l'année précédente. Je me suis dit qu'ainsi, mathématiquement, à moins que je fasse exploser mes dépenses personnelles, je finirai par devenir 100% libre financièrement grâce à ces revenus passifs. C'est un objectif que je suis super content d'avoir atteint chaque année depuis et cette année 2020 ne fait pas exception à la règle. Vous voyez qu'en net d'impôts, en 2017, j'étais en moyenne à 17 € par mois de dividendes, en 2018, 135 € par mois, en 2019, 210 € par mois et en 2020, 246 € par mois de dividendes. Cette année, mon augmentation de dividendes est donc de plus 17%. Alors, certes, c'est moins que les autres années, mais je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça reste très correct pour l'année compliquée qu'on a vécue. Et si je parviens à continuer d'augmenter ces revenus passifs de 17% par an, vous voyez sur le tableau que je serai donc à 1182 € par mois de dividendes dans 10 ans et à 5684 € par mois de dividendes dans 20 ans. Alors oui, je préfère vous le dire tout de suite, j'ai dû investir pas mal d'argent en bourse pour atteindre ce montant de dividendes là. J'ai mis au total 140 910 € de ma poche depuis le début et j'ai reçu donc cette année 2952 € de dividendes nets. Donc en 2020, j'ai touché en dividendes environ 2% de la somme totale que j'ai investie. Alors 2%, ça peut peut-être vous sembler un peu faible, mais ça reste quand même 4 fois mieux que le livret A et surtout, contrairement au livret A qui descend chaque année, ici, le rendement que vous obtenez en dividendes, il monte chaque année. Vous voyez qu'en moyenne, sur les 5 dernières années, mes entreprises ont augmenté leur paiement de dividendes de 7,9% par an. Donc concrètement, ça veut dire que même si au début, vous ne touchez que 2% par an en dividendes sur la somme que vous avez mise, au bout de 10 ans, vous touchez 4% par an sur cette somme et au bout de 20 ans, vous touchez 9% par an. Mieux encore, si au lieu de retirer ces dividendes, vous les réinvestissez en achetant plus d'actions à dividendes, vous accélérez encore plus cette croissance. Au bout de 10 ans, vous touchez 5% par an et au bout de 20 ans,
15% par an sur la somme que vous investissez aujourd'hui. Donc voilà, même si scénario catastrophe, je suis en dèche total et je ne parviens plus à ajouter un seul euro de plus sur mon compte de bourse, je toucherai quand même 531 € par mois de dividendes dans 10 ans et 1147 € par mois de dividendes dans 20 ans. Personnellement, je trouve ça pas mal du tout pour un scénario catastrophe. Sachant que, évidemment, à côté de ça, mes actions devraient elles aussi continuer de prendre de la valeur avec le temps. Pour vous donner un ordre d'idée, si on parle en net d'impôt et en net d'inflation, sur le long terme, je vise environ 11% de rentabilité par an avec la bourse. 8,5% sous forme de croissance de mes actions et 2,5% sous forme de paiement de dividendes. Dans la dernière vidéo, je vous disais qu'en 2020, j'ai dépensé en moyenne 2675 € par mois. Et là, du coup, je vous l'ai dit, j'ai touché en moyenne en 2020 246 € par mois de dividendes. Du coup, ça veut dire qu'il y a 9% de mes dépenses personnelles qui ont été entièrement payés en automatique de manière 100% passive par ces dividendes. C'est vraiment excitant et c'est un chiffre qui devrait continuer de s'améliorer avec les années. Alors sur YouTube ou ailleurs, vous aurez certaines personnes qui vous diront que c'est n'importe quoi, que les dividendes ne sont pas garantis et qu'ils peuvent être coupés à tout moment. Et c'est complètement vrai, hein. C'est comme un loyer dans l'immobilier. Votre locataire peut décider de partir, vous n'avez pas la garantie absolue d'être payé. Maintenant, en IMO comme en bourse, je pense qu'avec les bons outils, vous pouvez diminuer drastiquement ce risque et éviter ainsi la majorité des coupures. Personnellement, je dépense un peu plus de 2000 € par an sur des outils d'analyse boursier et cela me permet de proposer aux membres de ma méthode Trident les actions les plus sécurisées et les plus rentables en prenant bien en compte tous les éléments importants concernant les entreprises. Par exemple, une bonne pratique dont je parle souvent, c'est d'acheter majoritairement des actions à dividendes qui ont une note de sécurité supérieure à 60 sur le site SimpliSafe. Voilà, ils ont vraiment un très bon système de notation qui se base sur des critères fondamentaux importants comme le payout ratio, les dettes et le cash flow que génère l'entreprise. Sur les 5 dernières années, suivre cette simple règle vous aurait permis d'éviter 98% des coupures de dividendes qui ont eu lieu. Depuis 2015, vous voyez que le site a enregistré 707 coupures et 695 d'entre elles provenaient d'actions qui avaient un score inférieur à 60 au niveau de la sécurité. Donc voilà, vraiment, malgré tout ce que peuvent dire les pessimistes, je pense qu'avec les bons outils et la bonne méthode, vous constituez une source de revenus passive, sécurisée et croissante grâce à la bourse. C'est complètement possible. Et j'espère être là pendant encore de nombreuses années sur YouTube pour vous le prouver. Les amis, vous avez dû aussi le remarquer par rapport aux autres vidéos, je vous ai donné ici les chiffres de mes dividendes en net d'impôt. Tout simplement parce que même si votre taux d'imposition peut beaucoup varier en fonction notamment de votre pays de résidence et également du pays de résidence de l'entreprise dans laquelle vous allez investir, il y a quand même de fortes chances que, comme moi, vous vous retrouviez à payer environ 30% d'impôts sur vos revenus de dividendes. Du coup, voilà, je me suis dit que c'était plus honnête et plus réaliste de désormais vous montrer ces chiffres de dividendes en net d'impôts avec ces 30% en moins. Également, précision importante, même si je vous donne ici les chiffres en euros, il faut savoir que je perçois tous mes dividendes en dollars puisque j'investis directement sur les marchés américains. J'ai environ 80% de mes entreprises qui sont aux États-Unis et 20% qui sont dans d'autres pays, notamment Canada, Chine, Angleterre et Suisse. Mais même pour ces entreprises hors États-Unis, je préfère généralement acheter leurs actions sur les bourses américaines que je trouve plus robuste et plus liquide. Pour faire la conversion des dollars aux euros, j'utilise le taux de change du mois sur lequel j'ai perçu mes dividendes et si vous êtes curieux, voici donc les scores originaux de mes dividendes en dollars. Ok, on a assez parlé des dividendes, intéressons-nous maintenant à la fameuse plus-value. Parce qu'un truc cool avec les actions à dividendes, c'est que en plus de vous payer chaque mois, celles-ci prennent normalement de la valeur avec le temps. Alors clairement, c'est pas en ligne droite, il peut y avoir plusieurs années de baisse, mais globalement, on estime que sur le long terme, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez espérer faire environ 8-10% de rendement par an avec la bourse.
on va dire 6-8% si on parle en net d'inflation. Voici de manière graphique l'évolution de la valeur de mon compte de bourse depuis mon démarrage en juin 2017. Alors cette courbe est très jolie, mais évidemment une grande partie de cette croissance provient de l'argent que j'ai moi-même injecté sur le compte. Du coup, une courbe beaucoup plus intéressante, c'est la suivante. En rouge, vous avez l'évolution de l'argent que j'ai injecté sur mon compte et en bleu, l'évolution de la valeur de mes actions. Vous voyez qu'en 2019, les deux courbes ont commencé à se séparer de manière assez sympathique, mais qu'on a eu une petite crise en mars qui est venue corriger tout ça. Heureusement, le compte a pas trop mal récupéré depuis et il est de retour dans le vert. Au total, j'ai donc investi 140 910 € de ma poche et la valeur de mes actions ce jeudi 4 février 2021 est de... roulement de tambour, 152 064 €. Si je vendais toutes mes actions aujourd'hui, j'aurais donc gagné 11 555 € plus 7% par rapport à la somme de base que j'ai investie. Alors évidemment, je suis conscient que sur 3 ans et demi, ce n'est pas une énorme augmentation. Maintenant, il y a quand même plusieurs choses bien importantes à prendre en compte ici. La première, comme je vous l'ai dit plus haut, c'est que la plus-value bouge sans arrêt. Il y a à peine 10 jours, mes comptes étaient à 154 373 €, 9% de performance globale. Donc en 10 jours, j'ai entre guillemets perdu 2000 € de plus-value et 2% de performance. Alors forcément, je vous avoue que je suis un peu deg que cette chute tombe pile au moment où je décide de vous faire ce bilan annuel, mais à nouveau, ça vous montre bien encore une fois qu'on a toujours de la volatilité sur les marchés et que sur le court terme, il ne faut pas trop s'attacher à ces chiffres de plus-value. Si comme moi, vous rajoutez sans arrêt de l'argent sur votre compte et que vous investissez dans des business sous-évalués par rapport à leurs fondamentaux, eh bien il vous faudra souvent du temps, 5-10 ans pour que vos deux courbes se séparent nettement. Alors évidemment, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent sur le court terme en allant chasser les actions à la mode qui grimpent en flèche sans aucune justification fondamentale. Mais voilà, vraiment, je pense que c'est un jeu spéculatif très dangereux qui finira par faire perdre beaucoup d'argent aux joueurs lorsque ces bulles éclateront. Vraiment, c'est complètement ok de spéculer de temps en temps sur une entreprise dont vous adorez l'histoire, mais si comme moi, vous investissez pour votre futur et le futur de vos proches, je pense que ça fait beaucoup plus sens de mettre la majorité de votre capital dans des entreprises solides qui ont des prix qui sont justifiés par leurs vrais résultats financiers. On gagne peut-être moins d'argent sur le court terme, mais on dort bien la nuit et sur le long terme, on finit vainqueur. Autre point important, les amis, ici, je ramène ma performance en euros alors que mes investissements sont en dollars. À nouveau, malheureusement pour moi, le dollar a énormément perdu face à l'euro en 2020. En 2019, un dollar valait en moyenne 89 centimes d'euros, mais au moment où je tourne cette vidéo, un dollar ne vaut plus que 82 centimes d'euros, ce qui fait quand même moins 8%. Donc, si comme moi, vous investissez aux US en dollars, avec ce taux de change là, vous perdez automatiquement 8% sur votre plus-value si vous la ramenez en euros. Donc par exemple, si vous aviez fait 10% de performance en dollars, vous n'avez en réalité fait que 2% de performance en euros. Si le taux de change était resté stable, je serais donc aujourd'hui non pas à 7 mais à 15% de plus-value sur mon portefeuille. Bon, heureusement pour nous, je pense que sur le long terme, le dollar finira par remonter. Depuis 5 ans, vous voyez que celui-ci oscille entre 96 et 80 centimes d'euros. À 82 centimes, on est quand même dans une période basse. Et puis surtout, il ne faut pas l'oublier, chaque situation a ses avantages. Quand le dollar est faible comme en ce moment, certes, vos actions perdent de la valeur en euros et vous touchez des dividendes moins importants, mais avec vos euros forts, vous pouvez aussi acheter beaucoup plus d'actions américaines à des prix intéressants. Et lorsque le dollar remontera, ça sera évidemment le contraire. Vos actions prendront de la valeur en euros, vous toucherez plus de dividendes, vous pourrez faire le malin sur YouTube, mais les actions américaines vous coûteront beaucoup plus cher à l'achat. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir cette diversification au niveau des devises, finalement d'être payé en euros et d'investir en dollars. Et si comme moi vous pensez que le dollar finira par remonter, alors 2021 peut être une bonne année pour acheter des actions américaines avec vos euros. Bon, évidemment, vous avez des gens qui sont beaucoup plus pessimistes que moi sur le sujet
et qui pensent qu'on ne va pas tarder à assister à un crack monétaire. Selon eux, les États ont imprimé beaucoup trop de billets durant cette crise et on va se retrouver comme en Allemagne en 1923 où il vous fallait 3 milliards de marks pour vous acheter une simple baguette de pain. Une hyper-inflation et une perte totale de confiance dans la monnaie. C'est notamment pour ça que depuis le début de la crise, vous avez l'or qui a pris 40% et le Bitcoin qui a été multiplié par 4. Les gens se réfugient sur des valeurs dont la quantité est limitée car ils ont peur que leurs euros et leurs dollars finissent par ne plus rien valoir. Alors, je suis pas contre l'idée d'avoir un petit pourcentage de mon patrimoine dans ces valeurs refuges, mais je vous avoue que personnellement, je préfère vraiment mettre la majorité de mon capital dans des actifs qui font circuler la richesse et qui apportent réellement de la valeur dans l'économie, comme des actions d'entreprise ou des biens immobiliers. Même si la valeur d'une devise venait à s'écrouler, je pense que ces deux choses-là continueront de prendre de la valeur car les gens auront toujours besoin de se loger et d'acheter des biens et des services aux entreprises. La troisième chose qui me semble important de préciser par rapport à ma performance, c'est qu'évidemment, j'ai commis beaucoup d'erreurs lorsque j'ai démarré les investissements en bourse. Et ce sont finalement des erreurs que je paye encore aujourd'hui. En 2017 et 2018, j'avais lu 2-3 sites sur la bourse et vous savez, je pensais avoir globalement tout compris sur le sujet. T'inquiète pas, je gère. Bon, dans la réalité, je n'utilisais pas du tout les bons outils et il y avait encore plein de concepts super importants qui m'échappaient complètement. Comme je vous le disais dans cette dernière vidéo, je pense que j'aurais aujourd'hui 60 000 € de plus sur mes comptes de bourse si je n'avais pas commis ces 3 erreurs de débutant. Heureusement pour moi, même si je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, je n'en ai pas non plus trop perdu et surtout, j'ai continué de me former à fond pour mieux comprendre mes erreurs. Aujourd'hui, j'estime évidemment avoir encore beaucoup de choses à apprendre sur la bourse, mais je me sens beaucoup plus confiant aussi bien sur mes analyses que sur mes décisions d'investissement. Je suis par exemple très content des actions que j'ai achetées cette année 2020. J'ai bien profité de la crise, j'en ai acheté au total 26 et c'était à chaque fois des entreprises de qualité à des prix très intéressants. Elles m'ont coûté au total 110 298 $. Et elles valent aujourd'hui 131 703 $, soit plus 21 405 $, quasiment 21% de plus-value en seulement un an. À nouveau, c'est encore trop tôt pour juger de leur performance finale, mais c'est vrai que c'est très encourageant pour la suite. En novembre 2020, j'ai également lancé un nouveau portefeuille spécialement pour les membres de la méthode Trident. Dessus, j'achète chaque mois les actions à dividendes qui me semblent les plus intéressantes en ce moment sur le marché. J'ai vraiment hâte de voir les résultats de ce portefeuille sur le long terme et j'espère que mon nouveau processus exigeant de sélection d'actions portera ses fruits et permettra aux membres de surperformer le marché. À nouveau, il est encore trop tôt pour juger, mais on a pour l'instant une petite avance sympa. Depuis le début du portefeuille, on est à plus 5% alors que le SP500 est à plus 4%. Alors justement, je sais que lorsque je fais des vidéos bilan comme ça, j'ai pas mal de gens en commentaire qui me disent « Mais Roman, pourquoi tu n'investis pas simplement dans un ETF ?» plutôt que d'aller sélectionner toi-même des actions individuelles. Alors, globalement, je pense que les ETF sont des excellents outils, mais que, comme tout produit financier, il faut faire vraiment attention à la valeur réelle de ce que vous achetez avec. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet, mais si aujourd'hui je préfère acheter des actions individuelles, c'est principalement parce que je trouve que le SP500 est très cher en ce moment. En me basant sur sa moyenne historique et sa future estimation de croissance, j'estime qu'un PER juste pour le SP500, c'est un PER de 17. C'est-à-dire que je serai prêt à payer 17 fois les profits annuels générés par les 500 plus grandes entreprises américaines. Or, en ce moment, le PER du SP500 est de 26,8. C'est 53% de plus que mon prix idéal. Vous voyez que sur le graphique, la courbe rose, le PER de 17, est quand même très loin de la courbe noire, la courbe du prix. Alors que si on retourne un petit peu en arrière, entre 2008 et 2014, vous voyez que le SP500 avait un PER beaucoup plus raisonnable. On était à une moyenne d'environ 15,45. Vraiment, durant cette période-là, j'aurais acheté avec grand plaisir un ETF du SP500
et je pense qu'il aurait été difficile de faire mieux que celui-ci à ce moment-là. Mais voilà, aujourd'hui, à cause de ce prix très élevé, les ETF SP500 me font beaucoup moins envie et j'estime que je peux trouver des meilleures opportunités sur le marché par moi-même. Par exemple, Bristol Myers Squibb, BMI, est une entreprise avec un PER juste de 16 et son action se vend actuellement sur le marché à un PER de seulement 9,7. Cette action devrait donc avoir sur les 5 prochaines années un bien meilleur rendement que celui du SP500. Bon, évidemment, ce beau discours ne sert à rien si je ne suis pas capable réellement de battre l'indice du SP500 sur le long terme avec mes propres sélections. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que à chaque fois que j'achète une action, je note à côté ce que j'aurais obtenu en performance si j'avais acheté à la place un ETF du SP500. Par exemple, en mars 2020, j'ai acheté l'action Realty Income et j'ai gagné 28% de plus-value dessus depuis. Mais si j'avais acheté à la place au même moment un tracker du SP500, j'aurais gagné 57% dessus. On peut donc dire dans ce cas-là que l'action individuelle n'était pas le meilleur choix, du moins jusqu'à présent, et que j'ai en quelque sorte perdu 29% de plus-value. Sauf qu'en 2020, j'ai aussi acheté l'action Apog et j'ai gagné cette fois-ci 66% dessus. Si au même moment j'avais acheté le SP500, je n'aurais gagné que 21%. Sur ce coup-là, l'action individuelle était donc le bon choix et m'a permis de faire 44% mieux que le marché. Au total, sur les 28 ordres que j'ai passés en 2020, j'en ai 6 qui ont fait moins bien que le SP500, 14 qui ont fait à peu près la même chose et 6 qui ont fait mieux que le SP500. Sur toutes ces actions-là, mon portefeuille a une performance de 20,9%. 19,4% de plus-value et 1,5% de dividendes. Et si j'avais acheté à la place que des ETF du SP500, j'aurais eu, vous le voyez, une performance de 21,5% avec 0% de dividendes puisqu'ils sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Ma performance 2020 est donc quasiment la même que celle du SP500 et j'en suis assez content car j'estime que beaucoup de mes entreprises sont encore sous-évaluées par rapport à leurs fondamentaux, alors que le SP500 est surévalué par rapport à ses fondamentaux. Étant donné que sur le long terme, sur 10 ans et plus, le cours d'une action rejoint toujours ses fondamentaux, le SP500 devrait progressivement descendre. Alors il va quand même monter parce qu'on a un petit peu de croissance et mes actions devraient elles monter en flèche pour rejoindre leurs fondamentaux. Bon, je vais pas trop m'avancer et faire des prédictions, on ne sait jamais ce que nous réservent les marchés. On verra bien si j'ai raison et si je parviens à battre le SP500 sur les 5 années qui viennent. Voilà, dans tous les cas, vous l'avez compris, je trouve ça important désormais de toujours mesurer ma performance à celle du marché. Je trouve que ça me permet de rester honnête et de voir si je suis réellement capable de faire mieux que celui-ci. Si vous aussi, vous souhaitez calculer la performance de vos actions par rapport au SP500, vous pouvez télécharger gratuitement le fichier sheet que j'utilise pour faire les calculs. Cliquez simplement sur le premier lien dans la description et laissez-moi votre adresse email sur cette page. Vous allez voir, je vous ai préparé une petite vidéo bonus pour vous expliquer comment vous pouvez faire les calculs directement depuis chez vous. Ok, voilà les amis, j'espère que cette vidéo bilan bourse 2021 vous a plu et qu'elle a pu vous donner quelques pistes intéressantes sur des notions qui sont pas forcément évidentes quand on démarre. Comme par exemple l'importance de la croissance des dividendes, comment mesurer votre performance par rapport au marché, ou encore l'impact du taux de change sur vos résultats finaux. Pour obtenir une formation étape par étape qui vous montre exactement comment investir en bourse de la bonne manière sans commettre les mêmes erreurs que moi au début et les actions à acheter pour gagner le plus de dividendes possible de manière sécurisée, cliquez simplement sur le second lien dans la description pour découvrir la méthode Trident. Chaque semaine, dans la méthode, j'investis 500 € à vos côtés sur l'action qui a le plus de potentiel en ce moment sur le marché. Le but étant de faire mieux que le SP500 tout en touchant aussi beaucoup plus de dividendes. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me lâcher le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi à la chaîne et dites-moi en commentaire le prochain sujet que vous aimeriez que j'aborde en vidéo. C'était Roman, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, et si vous ne souhaitez pas attendre la prochaine vidéo, vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder cette vidéo qui, ma foi, m'a l'air fort intéressante.